Alors, cher Normand, on va te laisser la parole sur la simple question de la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Un dossier très simple, bien Très entendu, simple. oui. Je pense que la plupart des gens ici reçoivent 10 sur 10 le message que nos gouvernements en Occident veulent nous transmettre d'indignation, de solidarité avec l'Ukraine et tous les messages qu'on nous passe. Là. Je ne suis pas opposé à ce que cette vision-là nous soit transférée. Ça fait partie des composantes de l'analyse des enjeux. Ce qui est encore plus important lorsqu'on veut réfléchir à d'éventuelles solutions à la problématique, c'est plutôt de bien comprendre ce qu'on ne nous dit pas. Parce qu'actuellement, bon, moi qui connais les enjeux Est-Ouest de confrontation depuis le début des années 80, j'ai vu un peu comment a évolué la situation en Europe. Un petit peu d'histoire. On nous présente ça comme un nouveau phénomène inattendu, cette guerre en Ukraine-là. Je rappellerai que les interventions militaires de l'URSS, je parle militaire, depuis la Seconde Guerre mondiale, on parle des pays baltes dans les années 40, on parle de l'Allemagne de l'Est en 1953, de la Hongrie en 1956, de la Tchécoslovaquie en 1968, de la Pologne en 1980, de l'Allemagne de l'Est en 1989 et bien entendu opérations militaires en Tchétchénie et en Crimée. Donc, tous les gens qui nous disent on ne s'en attendait pas, puis c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale et ces choses-là, bien, c'est faux. Pourquoi on omet ces choses-là? Pourquoi on ne nous dit pas ces choses-là? Bon, je ne peux pas dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ignorance à l'intérieur de ça. Les gens n'ont pas suivi peut-être en détail ce qui s'est passé au niveau de l'Europe de l'Est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1990, il y a plusieurs pays qui étaient dans les pays satellites de la Russie, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui se sont libérés par des mouvements importants, populaires, d'action non violente. Et on a vu ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, c'est-à-dire tous les alliés de la Russie se désagréger assez rapidement dans les années 90. Et ça, c'était lié à un mouvement d'indignation populaire massif qui est historique. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue de la Russie, ce que ça voulait dire, en fait, la perte des pays satellites, on parle de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne de l'Est, de la Bulgarie, de plusieurs pays, de la Roumanie, la perte de ces pays-là a été perçue par les dirigeants russes comme une perte territoriale. Et économiquement, la Russie était très dépendante économiquement sur l'approvisionnement à partir de ces pays-là. Donc, on avait un pouvoir économique qui reposait essentiellement sur l'occupation de des territoires par des gouvernements sympathiques. Et là, en 1990, on a perdu tout ce territoire-là et on s'est retrouvé, en fait, avec des pays où les populations revendiquaient une certaine indépendance. Et ce que l'OTAN a fait, l'Organisation du traité d'Atlantique Nord, qui est l'organisation militaire occidentale, c'est que tranquillement, au cours des années, depuis les années 1990 jusqu'à maintenant, ils ont positionné les armées dans ces anciens territoires-là graduellement pour en arriver à avoir des forces supplémentaires parce que l'OTAN était très bien positionnée dans les pays occidentaux, c'est-à-dire même en Angleterre. On avait des troupes en Allemagne, il y avait des bases, les Canadiens allaient faire du service en Allemagne, et dans plusieurs pays occidentaux, il y avait déjà des bases militaires de l'OTAN. Et là, on s'est rapproché d'un cran en positionnant des militaires en Tchécoslovaquie, en Pologne, dans tous les pays anciens membres du pacte de Varsovie, des forces militaires ont été positionnées. Il faut comprendre que la Russie, actuellement, les analystes économiques disent que c'est à peu près le produit intérieur brut de l'Italie.
et qu'une grosse partie des ressources financières actuellement sont investies dans la puissance militaire parce qu'avec la perte du pacte de Varsovie, les anciens pays satellites, puis avec le positionnement de l'OTAN sur ces territoires-là, la seule force réelle qui semble leur rester, c'est la force militaire. Donc, la force économique, actuellement, il essayait de la reconstruire depuis 1990 et Poutine avait développé la stratégie. En fait, ça a commencé dans les années 70, mais ça se renforçait au cours des récentes années. C'est-à-dire que la stratégie de Poutine, ça avait été, bien, si on a beaucoup de pétrole, on a beaucoup de gaz, si on rend l'Europe dépendante de notre gaz et de notre pétrole, on va probablement être capable de reconstruire notre pouvoir économique autrement qu'en occupant du territoire militairement, parce que c'est un peu ce qui se passait auparavant. Ce qui est arrivé, c'est la construction au cours des années, depuis les années, disons, ça a commencé à peu près là, au cours des années 2010, c'est la construction de pipelines pour approvisionner l'Europe en gaz. Le gaz est l'élément, semble-t-il, chez les analystes européens, l'élément central, parce que tu as beaucoup de pays qui ont des températures qui se rapprochent de la nôtre et en hiver, l'approvisionnement en gaz, c'est vraiment critique pour plusieurs pays européens. Et l'Europe ne produit à peu près pas de gaz, tandis que la Russie en produit des quantités phénoménales. En fait, si je ne me trompe pas, c'est dans les premier ou deuxième producteur mondial de gaz actuellement. Là. Deuxième, parfait. Donc, on a la Russie qui s'est positionnée au cours des 10 dernières années comme le fournisseur de gaz. Ça a créé des conflits importants au sein des pays membres de l'OTAN, parce que tous les pays anciens satellites de l'Union soviétique sont tous devenus membres de l'OTAN, donc une organisation militairement opposée à la Russie. Ça, c'est extrêmement important de retenir ça. Bien, ce que je vois actuellement qu'on a fait à l'URSS soviétique actuellement, c'est le cornerer, le mettre dans un coin, lui laisser aucune porte de sortie autre que la porte militaire. Et là, actuellement, bien, lui, il a bien compris que la seule option qui lui restait pour reconstruire l'économie de la Russie avec ce qui se passait, ça commençait à devenir l'option militaire. Actuellement, le gaz, l'Europe dépend quasiment, je pense, c'est 40% de son approvisionnement en gaz de la Russie en ce moment. Et c'est un élément critique qui s'est développé surtout au cours des 10 dernières années. Et là, on a vu quoi? On a vu la première sanction qui a été appliquée sur la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, c'est l'arrêt du projet Nord Stream 2, qui est un projet de gaz qui visait quoi? Qui visait essentiellement à contourner le territoire ukrainien pour faire un approvisionnement en dessous de la mer Baltique, directement de la Russie vers l'Allemagne. Pourquoi on voulait contourner le territoire ukrainien? On l'avait fait déjà en 2011-2012, si je me rappelle bien, avec le Nord Stream 1, qui suit à peu près le même trajet. L'idée étant que l'Ukraine taxait considérablement le gaz qui transitait sur son territoire et la Russie jugeait cette taxation-là, surtout depuis que l'Ukraine avait des tendances vers l'indépendance de la Russie. Ils trouvaient ça choquant d'avoir à payer une prime continuellement pour approvisionner l'Europe. Donc, on a décidé de construire ces deux pipelines-là. Donc, il y en a un qui est arrivé en opération, si je ne m'abuse, Nord Stream 1 en 2012. Puis là, Nord Stream 2 était prêt en juin dernier pour devenir opérationnel. Les pays comme la Pologne, qui avaient été sous le joug de l'Union soviétique dans le passé, les pays comme l'Ukraine, les pays baltes ont toujours été fermement opposés à ce pipeline-là, disant que si ce pipeline-là, le numéro 2, le Nord Stream 2, qui était prêt en juin dernier, rentrait en fonction, on armait économiquement notre ennemi. Donc, en Europe, on parle de la guerre du gaz depuis environ 5 ans. Ce qu'on se demande en Europe, c'est est-ce que la guerre du gaz va avoir lieu, oui ou non? Puis ça, ce qui est ahurissant, c'est que cette information-là ne nous vient pas.
Maintenant, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans les derniers temps, dans les derniers moments? Ce qui est en train d'arriver actuellement, c'est qu'on a coupé le flot, on a arrêté le projet Nord Stream 2. Donc, la Russie, finalement, voit ça comme une menace épouvantable, puis a peur qu'on coupe le Nord Stream 1 éventuellement. Et là, on voit beaucoup de discours sur des approvisionnements alternatifs à la Russie en Europe, puis on spécule et ces choses-là. Il manque un élément d'information fondamental. C'est le fait qu'en Amérique du Nord, sur le dossier du gaz, depuis l'avènement du gaz de schiste, vous avez vu ça dans les médias, on fait face à des pressions pour le gaz de schiste depuis des années au Québec et partout en Amérique du Nord d'ailleurs. On fait face à des projets d'immenses pipelines qui amènent du gaz vers des usines de liquéfaction. La liquéfaction est la façon de réduire le volume du gaz pour l'exporter sur des gros méthaniers. Et on fait face à une situation où, depuis l'avènement du gaz de schiste autour des années 90, puis son développement massif avec des subventions américaines pour faire que l'Amérique du Nord soit autonome du point de vue énergétique, on a développé des surplus et l'Amérique du Nord est inondée actuellement de gaz avec des surplus énormes. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a au moins 15 projets d'usines de liquéfaction. Tu sais, quand on voit Jason Kenney dire oh, nous, on va aller approvisionner l'Europe, puis ces choses-là, avec des projets qui ne sont même pas en fonction, il y a 15 projets qui sont déjà autorisés aux États-Unis, dont 7 qui sont en début de construction, et il y en a 2 qui sont prêts à exporter du gaz. Tout ça à partir du golfe du Mexique actuellement. Ça veut dire que ça fait longtemps que les États-Unis se préparent à acheminer le gaz vers le golfe du Mexique, à créer des usines de liquéfaction, à acquérir des méthaniers. Et là, le gros du problème, c'est les usines de déliquification en Europe qui n'auront pas la capacité pour déliquifier la quantité de gaz que les Américains pourraient aller approvisionner en Europe. Donc, on est là dans une situation où, rappelons-nous maintenant, l'OTAN, l'Organisation du traité d'Atlantique Nord, le chef des opérations militaires, ça a toujours été le commandant suprême des forces alliées en Europe, un Américain. Fait que c'est les Américains qui contrôlent les opérations militaires en Europe. Et c'est les Américains qui se voient actuellement, puis là, ils ne le disent pas trop fort en ce moment, là, mais qui se voient éventuellement comme l'alternative d'approvisionnement à la Russie en termes de gaz. Donc, ça vous présente un scénario qui est un peu différent de ce qu'on entend, puis ça vous donne une idée qu'il y a des facteurs dont on n'entend à peu près jamais parler. Les premières usines de liquéfaction du gaz du golfe du Mexique, là, ils rentrent en fonction dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, les premiers approvisionnements de gaz liquéfié, c'est au cours de la prochaine année qui sont prêts à se faire vers l'Europe. Fait qu'il y a une question aussi de timing là-dedans. Là. On trouve que le timing, quand on analyse un peu ce qui se passe en géopolitique, ces affaires-là, toute la thèse du fait que l'OTAN a été intransigeante, s'est positionnée militairement, est en train de tasser économiquement la Russie et est en train de positionner probablement le gaz occidental, parce que ça ne viendra probablement pas juste des États-Unis, mais de toutes les chaînes d'approvisionnement en gaz que contrôlent les multinationales américaines. On voit que ce scénario-là est de plus en plus plausible. Et c'est en comprenant ça qu'après ça, on peut avoir des revendications en disant « OK, c'est bien beau, c'est atroce ce que Poutine est en train de faire à la population ukrainienne, mais est-ce que la population ukrainienne n'est pas coincée entre deux géants économiques qui se font encore la guerre par procuration sur leur territoire? » Quand on parle de procuration, c'est qu'il y a toute une histoire de guerre où c'est mieux de faire la guerre chez quelqu'un d'autre que de le faire chez vous, c'est moins dommageable. Tu sais. Mais là, on est en train de se faire la guerre du gaz en territoire ukrainien, à démolir l'Ukraine, à tenir en otage
la population ukrainienne pour des enjeux de prise de possession d'un marché économique qu'on juge important. Je vais terminer là-dessus parce que vous allez avoir sûrement 3 tonnes et demie de questions, là, mais Poutine, en fait, il y a une paranoïa, il y a une certaine folie, mais quand on regarde un peu ce qui est en train de se dépeindre, là, puis tu regardes tactiquement, puis tu regardes géopolitiquement, c'était quoi les options qu'on lui a laissées? Puis si on ouvrait sur d'autres options, est-ce qu'il ne serait pas possible de désamorcer cette guerre-là du point de vue occidental? Il y a des bonnes chances que la réponse à ça, que la solution à cette guerre-là soit occidentale, que ça soit chez nous. Puis ça semble être de plus en plus plausible. Moi, ce que je dis souvent, c'est que en Irak, on a vu ce qui s'était réellement passé quasiment 3 ans après. Les gens qui suivaient ça de proche le voyaient en cours de développement, là. Mais dans 2 ans ou 3 ans, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va dire de cette guerre-là. Je vais terminer là-dessus. Si ça vous va, on va passer à André, puis ensuite, on prendrait la période de questions. Alors, mon cher André, vas-y donc. Merci, José. Bonjour tout le monde. Comme un vieux de la vieille, d'abord en environnement au front depuis 40 ans, mais comme un vieux hippie qui voyait venir cette affaire-là, comme tous les hippies des années 60-70, on est rendu là. On est rendu là autant en Russie qu'aux États-Unis, qu'un peu partout. On est rendu dans un contexte de raréfaction des ressources et toutes les ressources. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Normand, le gaz est comme central là-dedans. Mais quand on regarde en termes géopolitiques, l'Ukraine, c'est d'abord un réservoir de ressources absolument phénoménal sur lequel la Russie, et ça depuis tellement longtemps, depuis 1914, ont envahi 4 fois l'Ukraine et c'est toujours pour des raisons politiques, mais au fond, c'est toujours pour pogner le contrôle du blé, du territoire, des métaux, du pétrole, du gaz et de tout ce que vous voulez. Donc ça, on le voit venir depuis longtemps. On est rendu là. Et là, ce que ça dit, c'est que toutes les économies qui se sont basées d'abord et avant tout sur la richesse des combustibles fossiles sont maintenant pris dans une situation où ils sont prêts à faire des guerres. Donc, c'est pas nouveau, là, mais là, c'est des guerres de grande envergure pour le contrôle de ça. Sinon, s'ils n'ont plus de pétrole ou de gaz, et bon, là, on parle surtout de ces 2 produits-là, s'ils n'en ont plus, leur économie tombe. C'est aussi simple que ça. Le Canada, dans un contexte de crise climatique où le Canada reconnaît l'importance et l'urgence de la crise climatique, on ne trouve pas mieux à dire que OK, gang, c'est le temps de se positionner, on va clairer la Russie puis on va pouvoir nous alimenter l'Europe. Mais ils sont où les convictions qu'on avait au niveau du gouvernement fédéral qui disait que, puis on a un ministre écolo en plus qui nous vante depuis des années l'importance de réduire la consommation, mais toute la production et la combustion des combustibles fossiles. Et là, tout d'un coup, parce qu'une guerre apparaît, tout ça ne serait plus vrai. Et ça, c'est tout de la bouillie pour les chats. C'est des games qui se jouent en dessous de la table de grandes organisations, de grands intérêts financiers, qui se foutent de tout et qui, au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est profiter du moment pour s'enrichir. Mais cette richesse-là qu'elle accapare, c'est aussi mettre des populations, qu'elles soient en Europe ou ailleurs dans le monde, dans une situation extrêmement problématique. On encourage le réchauffement, on crée des guerres, tout ça pour produire du pétrole et du gaz et s'enrichir, mais on ne peut pas boire de pétrole, on ne peut pas respirer de gaz, puis manger de l'argent, c'est pas grave. Il faut sortir de cette dynamique mortelle-là ou mortifère-là et ça passe par on abandonne les combustibles fossiles au plus vite. Et là, au Canada, on est pris qu'une situation où dans les prochains jours, on va nous annoncer que là, pour venir en aide à l'Europe, go, on y va dans le pétrole bitumineux, on y va dans le gaz, on y va dans tout, à fond de train. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la crise climatique, on n'a jamais rien fait. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on dit à la QLPA, on n'a pas fait ce qu'on a dit, on n'a pas respecté les engagements qu'on a pris. Aujourd'hui, là, j'ai bien peur
on est rendu à une situation de non-retour. Alors là, il faut plus que jamais se mobiliser ici. On ne peut pas influencer grand-chose en Ukraine, mais ici, au Québec, on peut forcer notre pays, le Québec, mettons le Canada aussi, à être plus responsable et plus cohérent. Et il faut devenir totalement indépendant des énergies fossiles, sinon on encourage cette guerre-là et d'autres à venir. Voilà. Question, mes amis. Oui, Michel. Si je peux me permettre, dans la presse ce matin, M. Charest annonce qu'il est très ouvert à construire des nouveaux pipelines. Et est-ce qu'il y en a qui se souviennent de nos amis écolos qui vantaient comment Jean Charest était un grand défenseur de l'environnement, ex-ministre de l'Environnement qui avait à cœur le respect de Kyoto et tout ça? Hein, je me souviens des écolos que j'ai dénoncés. Je me souviens de Jean Charest qui était député de Sherbrooke, ministre de l'Environnement, que j'ai bien connu et que j'ai eu même à conseiller, et je le regrette parce que c'est un paria. Mais voilà, est-ce que vous êtes surpris que maintenant Jean Charest va faire la proposition au Canada d'accélérer la production de pétrole et de gaz? Moi, je ne suis pas de cas. En fait, de mon point de vue, il faut être très vigilant sur deux choses actuellement. Il y a le projet Goldboro en Nouvelle-Écosse qui risque d'être ravivé avec une consolidation, disons, du réseau de pipelines d'énergie ou en fait de TC Énergie, parce que c'était TC Énergie qui a le monopole du transport au Canada pour le gaz. Donc, TC Énergie, pour ceux qui ont suivi les enjeux gaziers et pétroliers, c'est notre chère compagnie TransCanada Pipeline qui était le promoteur du projet Énergie Est et qui était le promoteur du projet GNL Québec. Bien là, ils vont se faire probablement promoteurs du projet Goldboro. L'autre élément aussi, c'est le nouveau partenariat Hydro-Québec Énergir qui vise en fait à prolonger la vie du gaz. Comprenez que je vous parlais d'un surplus énorme de gaz en Amérique du Nord. Il y a des pressions énormes par les producteurs gaziers américains et canadiens pour éviter d'étouffer le marché. Et le fait que le Québec réduirait sa consommation de gaz est très mal vu parce que ça contribuerait à continuer à avoir des surplus énormes de gaz en Amérique du Nord. En ce moment, le gaz est maintenu à prix très bas, quasiment 10 fois moins cher qu'en Europe, à cause de ces surplus de gaz-là pour lesquels on cherche des marchés. Donc, travailler à ce que Hydro-Québec s'affranchisse le plus rapidement de Énergir, qui est une gazière. En fait, c'est le monopole de distribution du gaz. C'est une des façons d'agir sur le fait qu'on ne veut pas contribuer financièrement parce qu'on ne produit pas de gaz au Québec, on ne produit pas de combustible fossile. Donc, c'est tout importé. Fait que c'est des sorties de milliards et de milliards d'argent de l'économie québécoise à chaque fois qu'on consomme du gaz qui pourrait être remplacé par de l'hydroélectricité. Et là, actuellement, ce qui arrive, c'est qu'avec le partenariat Énergir Hydro-Québec, les gazières font pression actuellement pour que l'électricité monte de prix de façon à garder le marché compétitif pour le gaz. Et ça, c'est un défi important qui touche la population québécoise. Les gens qui voulaient vraiment que le prix de l'électricité soit arrimé au taux d'inflation, ce sont les gazières canadiennes. Donc, je voulais juste rajouter ces deux éléments-là pour dire au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces situations-là? Bien, on le voit clairement. Refuser le fait que Hydro-Québec veuille qu'on transite au rythme que voudrait transiter Énergir, la société gazière. Et l'autre élément, bien entendu, c'est être très vigilant par rapport au nouveau projet de pipeline parce qu'on risque d'avoir le projet Goldboro qui va revivre. Je serais surpris que le projet GNL Québec revive, mais ça pourrait être une option. D'ailleurs, le projet Goldboro, ce serait à peu près la même infrastructure que l'ancien projet de pétrolier Énergie Est.
Ce serait une récupération en bonne partie de cette infrastructure-là. Mais à cause de cette politique-là, on est esclave, on est pris dans un engrenage qu'il faut absolument briser. Et non, il ne faut plus laisser entrer de gaz de l'Ouest vers le Québec. Il faut bloquer le gaz à la frontière, s'en départir le plus vite possible. Et oui, avec les énergies renouvelables. Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais en Allemagne, ils ont essayé et ils ont eu de la misère. » Oui, mais ça, c'est sans parler des gangs qui se sont joués en dessous de la table parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais on a tout fait. Comme en France, on fait tout pour que le nucléaire demeure pour empêcher les énergies renouvelables. Bien, en Allemagne, on a fait pas mal la même chose en disant bien, les énergies renouvelables, c'est ce qui nous a mis dans la merde. Mais non, ça aurait pu se faire autrement. Bien, il y a des acteurs de l'ombre là, qui mettent beaucoup de sable dans l'engrenage. C'est ça qui est inquiétant, là. Vous faites le portrait de la guerre en Ukraine avec les enjeux d'énergie qui sont derrière. Alors, c'est le gouvernement Legault qui s'en va en élection à l'automne. Puis ce gouvernement Legault-là augmente aussi les tarifs d'électricité. On sait pourquoi, tantôt vous en avez parlé. Puis on regarde au niveau fédéral, on regarde Charest qui se présente au niveau fédéral aussi. Charest qui était au cœur de la réingénierie de l'État au Québec dans les années 2003-2009. Qui a coupé dans la santé, qui a coupé tout partout. Puis on sait que Charest s'en va là, puis probablement qu'il y a des chances, parce que Trudeau, avec la pandémie, il a perdu des plumes. Fait que là, si on se ramasse avec Charest au fédéral, puis avec Legault qui revient au provincial, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, là, puis c'est pas la gauche qui va mettre de l'avant des politiques là, qui vont viser la diminution des énergies fossiles puis la protection de l'environnement. J'aimerais ça vous entendre sur ça. Ce qui est intéressant au Québec, c'est que depuis le gaz de schiste, depuis les projets de pipeline, on a développé, on a construit une expertise assez impressionnante dans le travail d'opposition à des projets. On a été capable de neutraliser l'industrie du gaz de schiste, de neutraliser le projet Énergie-Est, qui était quand même promu par les pétrolières. On a été capable de s'opposer à GNL Québec, qui était, dont l'acteur principal derrière était probablement TC Énergie, qui est le monopole de transport du gaz au Canada. Et on est maintenant, moi je trouve qu'une des faiblesses qu'on a actuellement, c'est le travail. On a fait un énorme travail aussi pour se donner une vision citoyenne de la direction à prendre, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on voulait au niveau des alternatives aux hydrocarbures. Donc, tu as le Front commun pour une transition énergétique avec Québec-Zen, tu as la DUC, avec le plan de la DUC, et tu as aussi des gens qui étaient associés à la mouvance là, de Dominique Champagne pour développer une vision alternative. Par contre, on semble avoir une faiblesse au niveau d'une mobilisation pour la revendication ou la promotion ou la popularisation des alternatives. C'est-à-dire, comment arrive-t-on, au lieu de mobiliser les gens contre quelque chose, à mobiliser les gens en faveur de quelque chose? Et pour moi, l'historique qu'on a de travail au niveau des organisations populaires pourrait avoir des bonnes chances de nous mener dans cette direction-là. Donc, on a un défi énorme, à mon avis, c'est de dire, OK, les organisations populaires, on a des groupes citoyens qui ont développé des visions alternatives. Maintenant, quel est le chemin qu'on doit prendre à partir de maintenant pour se rendre là et quels moyens devons-nous mettre en œuvre? Si on regarde les mouvances étudiantes aussi, ils ont toujours été en opposition, ils ont souvent été en opposition. Donc, le défi le plus important qu'on aurait à faire actuellement, dans la conjoncture politique actuellement, c'est comment on transpose la dynamique de mouvance d'opposition vers une mouvance de
consolidation des alternatives. Parce qu'il va y avoir une transition qui va se faire, c'est inévitable. La conjoncture est en train de se dessiner pour nous. Mais comment fait-on pour que la société bouge dans cette direction-là? Et là, on a une belle réflexion à faire, à mon avis. En 1988, la QLPA avait lancé une campagne pour obtenir un débat public sur l'énergie qu'on a fini par obtenir sous Jacques Parizeau en 1994. Et c'était suite à un été particulièrement chaud où on a manqué d'électricité parce que les bassins à Baie-James, que je connais bien, étaient vides. On n'avait pas tenu compte de l'évaporation, puis on avait trop exporté. Et ça a pris 4 ans, mais on a réussi à obtenir un débat public sur l'énergie dont le rapport se nomme « Pour un Québec efficace » qui trace la voie qu'on devrait reprendre encore. Parce que tout de suite après le départ de M. Parizeau, c'est comme si Bouchard, Lucien, aussi ex-ministre de l'Environnement avec qui j'ai eu à travailler, mais qui ne faisait jamais la job, Bouchard a vite fait de tout faire dérailler. Ben là, on sait bien, il faisait pour son boss Power Corp, hein? Parce que le Québec avait tout intérêt et encore même plus intérêt à devenir totalement indépendant des énergies importées. Puis on est capable. Il n'y a même pas de question de se dire est-ce qu'on pourrait être autosuffisant et indépendant? C'est sûr que oui. On peut puis on doit le faire. Donc, il faut repartir, je pense, de ce rapport-là qui trace la voie qu'on a mis sur les tablettes, mais ramener au monde que l'avenir du Québec passe par la conservation, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. On abandonne le nucléaire, on abandonne le thermique. C'est la seule façon que le Québec va pouvoir tirer son épingle du jeu de façon écologique et économique. Mm-hmm. Et les Européens, dans le contexte de la guerre en Ukraine, devraient faire la même chose? Ils sont capables, les Européens, d'être autosuffisants énergétiquement parlant? Non, là, la question se présente autrement. Moi, je regarde ce que nous pouvons faire. J'ai toujours eu tendance à dire, OK, il y a des problèmes globaux, mais moi, là-dedans, je fais quoi? Là, où je me place? J'ai la même vision quand on pense au Québec. On devrait commencer par regarder, nous, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle pierre on peut amener dans cette construction-là? Et si on regarde l'Europe, c'est malheureux, là. Ils sont coincés, puis il y a beaucoup de jeux politiques, géopolitiques et tout ça. Mais oui, la production et le recours aux énergies renouvelables est tout à fait valable et souhaitable. Les mêmes logiques s'appliquent, là. Il faut penser conservation, il faut penser efficacité énergétique aussi en Europe. Puis là, ça nous ramène à la société de consommation. Tant qu'on va garder l'illusion qu'on peut toujours consommer davantage, quelle que soit l'affaire qu'on fera, on va revenir quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard au point de départ. Oui, moi, c'est pour Normand. J'aimerais savoir, dans cette situation mondiale d'énergie, la position de la Chine par rapport à la guerre en Ukraine. C'est quoi est-ce que ça change les choses? Parce que vous avez parlé de l'Europe, des États-Unis, la Russie, mais je pense que ce qui tire avantage maintenant, c'est la Chine. Et le nouveau système financier, de casser complètement le système financier actuel. On voit très bien ce que parlait Stéphanie aussi. Les réfugiés des couleurs ne sont pas acceptés. Et il y a aussi comme une guerre raciste, c'est comme la première guerre raciste qui vit le monde. Je pense que la Chine a quelque chose à voir là-dedans aussi. Toute l'aide que la Chine donne à l'Amérique latine, par exemple, en ce moment, la Chine prend de plus en plus de place en Amérique latine. Je pense qu'on vit la fin de l'Occident. On vit peut-être une espèce de ralentissement économique au niveau occidental, mais qui est à nouveau, je sais pas, une nouvelle manière de voir les choses. Mais la Chine, je voudrais savoir votre position. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, moi, je pense qu'on est en train d'observer les derniers soubresauts de puissance économique de la Russie. La Chine est en train de se positionner dans le conflit. On a vu le gouvernement chinois se positionner comme médiateur. Puis en fait, ce ne sont pas juste des médiateurs parce qu'il y a effectivement un pipeline,
une canalisation gazière importante qui s'en va de la Russie vers la Chine. Je rappellerai que la guerre en Afghanistan, là, c'était une guerre entre l'Occident et la Chine pour le contrôle de la distribution du gaz et du pétrole vers l'Inde, la Russie et la Chine. La Chine semble avoir eu le dessus au niveau du conflit en Afghanistan, parce que si je ne me trompe pas, actuellement, il y a des pipelines en construction qui s'en vont de l'Afghanistan vers la Chine. Donc, moi, j'ai l'impression actuellement que la Chine est en train de se positionner comme médiateur et ça se pourrait qu'on voie arriver un deal comme quoi la Chine signe un contrat d'approvisionnement en gaz avec la Russie pour plusieurs années et on laisse la place aux États-Unis pour l'approvisionnement en Europe. Maintenant, ça serait bien entendu un genre d'entente temporaire parce que ça créerait simplement un genre de rééchelonnement de tous les enjeux dont André parle, d'approvisionnement en gaz et en pétrole pour le marché européen. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une problématique sérieuse de raréfication de la ressource. Fait qu'on va revenir éventuellement avec de ce genre de conflit-là avec une teneur différente. Donc, si la Chine joue ses cartes actuellement, elle pourrait être la porte de sortie de ce conflit-là, mais ce serait une porte de sortie totalement temporaire. Je pense qu'on est en train d'assister à une repolarisation des puissances mondiales où il ne faut pas négliger la puissance occidentale actuellement. Là. Je vais juste faire une petite parenthèse là, au niveau militaire. Là. Les missiles Pershing et les missiles Cruise qui sont positionnés à environ 7 à 8 minutes du cœur de Moscou avec des précisions aux 100 mètres, avec des têtes d'ogives nucléaires qui peuvent être propulsées en sous-sol pour faire exploser les missiles soviétiques dans leurs silos. On est dans une situation géostratégique de pouvoir militaire qui indique une supériorité écrasante de l'Occident sur la Russie actuellement. Là. Je veux dire, maintenant, c'est sûr que bon, il y a toujours un danger, c'est-à-dire que si tu manques 2-3 ogives russes puis que les ogives réussissent à partir, quand tu as des bombes qui sont 50, 60, 75 fois, 150 fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima, il ne faut pas que tu en manques une. Tu sais. Fait que c'est un peu le jeu dans lequel l'OTAN est, c'est qu'ils savent qu'ils ont une supériorité militaire écrasante en Europe actuellement. Ils savent qu'ils ont forcé la Russie à jouer un peu ses dernières cartes militaires parce qu'ils n'ont plus de cartes économiques. Puis là, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont un peu intelligents au sein de l'OTAN et qui doivent se dire, est-ce qu'on n'a pas poussé la note un petit peu trop fort, là, puis est-ce qu'on ne devrait pas trouver un genre de porte de sortie? Puis, parce qu'actuellement, on joue à un jeu extrêmement dangereux. Là. Mais bon, la Chine, là-dedans, effectivement, est en train de se positionner comme la future puissante, puis on va avoir un monde bipolaire dont la Russie va être exclue. Et c'est ça qui fait chier le plus Poutine, à mon avis. OK. Mon Dieu. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup, Normand, André, Normand. Tous les deux, vous nous avez éclairé beaucoup sur le conflit. Oui. En espérant avoir un peu changé le message qu'on reçoit au jour le jour, là, que ça donne une nouvelle teinte, parce que c'est avec ces nouvelles teintes-là qu'on peut analyser, comprendre, puis voir comment se désamorce une crise comme celle-là. Là. C'est ça. Salut bien. Merci beaucoup, Normand. Merci, André.